Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. De mon côté, c'est un peu moins glorieux, la voix cassée, un rhume qui s'installe. Bref, pas le meilleur jour pour prendre le micro. Mais bon, on va faire avec parce que malgré cette petite galère vocale, le sujet du jour ne peut pas attendre. Il faut en parler coûte que coûte. Pourquoi ? Parce qu'il touche de plein fouet l'actualité brûlante en Algérie, et croyez-moi, ce n'est pas un détail. Depuis plusieurs jours, une page Facebook appartenant à la chaîne de télévision, à la défunte chaîne de télévision Jazaya One, publie plusieurs articles, plusieurs publications très critiques, très virulentes et extrêmement dénonciatrices à l'encontre de Abdoun et du régime Tebboune. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas compris comment ce média qui était spécialisé dans le divertissement, qui était très neutre, voire même dans un passé récent très proche du régime algérien, s'est transformé du jour au lendemain en un média d'opposition très critique qui délivre des messages et qui fait des commentaires virulents contre le régime particulièrement. Il faut savoir que Jazaya One, je l'explique bien, n'existe pas. C'était une chaîne de télévision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une défunte chaîne de télévision. El Jazaira Maroufa existe une chaîne de télévision privée algérienne qui a été parmi les premières chaînes de télévision qui ont été créées en 2012, si ce n'est peut-être la première chaîne de télévision à Alger en 2012. Elle a été fermée en août 2021 parce que ses propriétaires, le groupe ISU, avaient des démêlés judiciaires et des démêlés politiques assez violents et un conflit assez violent qui les opposait directement aux principaux décideurs, qui a décidé donc de fermer cette chaîne de télévision qui n'a jamais été une chaîne de télévision politique, puisque au départ, elle était spécialisée dans le divertissement, notamment la diffusion de feuilletons pour les mois de Ramadan, les programmes musicaux, les talk shows, etc. Je connais très bien Jazairia, parce que je suis un enfant de Jazairia. Il y a deux phases dans la vie de Jazairia. Vous avez la phase d'avant 2015 et la phase d'après 2015. Avant 2015, de 2012 à 2015, One diffusait des programmes de télévision politique assez engagés, dont El Weekend, dont j'étais parmi les principaux animateurs avec Mustapha Kissassi et Marwan Bib, et qui a été censuré, rappelez-vous, en 2015, à la suite de l'affaire du livre sur les biens des dirigeants algériens à la capitale française, notamment l'affaire de la fille de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, Rim Sellal, et les révélations qui ont été faites dans un livre publié par deux écrivains, journalistes français, concernant ces biens immobiliers situés au niveau des Champs-Élysées. Je pense que beaucoup qui nous suivent depuis des années se souviennent de ce passage de Jazairia El Weekend. Donc c'était entre 2014 et 2015, et malheureusement, voilà, c'était en avril 2015. Voilà, a été suspendu Jazairia El Weekend, notamment juste après cette émission que nous avons réalisée sur les biens des dirigeants algériens en France et à Paris. Donc bien avant Hack, bien avant ses opposants, dans la 25e heure, qui à l'époque étaient tous des chiouyouks du régime. Nous, on faisait de l'opposition sur place à Alger, et on faisait du journalisme d'investigation, du journalisme indépendant, et c'était le 17 avril 2015. Je ne l'oublierai jamais, cette émission qui avait cartonné partout en Algérie, où je pense que nous avions totalisé plus de 7 millions de foyers qui ont regardé cette émission, où nous avions parlé du contenu du livre Enquête Alger-Paris, une histoire passionnelle de Christophe Dubois et Marie-Christine Dabi, qui était paru à l'époque chez les éditions Stock et qui dévoilait notamment des noms des responsables politiques algériens et de leurs enfants qui ont acquis des biens immobiliers dans des conditions troubles dans les plus beaux quartiers de Paris. Ça y est, a été censuré par la suite, et c'est à ce moment-là que le groupe ISU intervient pour racheter Jazairia Télévision. Il va l'appeler Jazairia One. Il va la domestiquer puisque Jazairia El Weekend va disparaître.
Il va garder un débat politique, mais très débat, on va dire très marqué, par l'autocensure et la censure. Les émissions les plus contestataires de Jazaira vont disparaître. Elle va devenir une chaîne de télévision purement dans le divertissement, avec un journal télévisé quelquefois, un programme de débat politique, mais encore une fois très encadré sévèrement, encadré avec beaucoup de lignes rouges, aucune transgression, et une censure généralisée, et un appareil de contrôle de ces émissions. Ce n'était plus Jazaira El Weekend que nous avions développé avec Mustapha Kissassi et Marwan Bib, à qui je rends hommage aujourd'hui, parce que ça me rappelle de beaux souvenirs que j'ai partagés avec eux. C'est à ce moment-là que le groupe Aizu a émergé sur la scène politique, économique et médiatique en Algérie. Le groupe A était complètement méconnu avant le rachat de la chaîne de télévision Jazaira One. Aujourd'hui, Jazaira One a été fermée, comme je l'ai dit, en 2021. Et si les critiques, aujourd'hui sur leur page Facebook, sur les différents supports sur Twitter X ou sur Facebook, Jazaira publie des contenus très critiques et des commentaires qui dénoncent le régime. C'est parce qu'il y a eu récemment l'affaire de la famille Izu, dont peut-être les gens n'ont pas entendu bien parler, où on a eu pour le moment que la version des faits qui a été véhiculée, imposée et diffusée uniquement et imposée par la justice algérienne. Et comme il n'y a pas de journalistes indépendants en Algérie, comme il n'y a pas de presse libre en Algérie, comme il n'y a pas de contre-pouvoir en Algérie, on n'a jamais eu l'autre version, à savoir la version des faits de la famille qui n'a jamais communiqué. Si ce n'est par quelques communiqués, si ce n'est que par quelques lettres diffusées sur les réseaux sociaux, qui étaient des lettres, encore une fois, superficielles, et qui ne résument pas les dessous, les tenants et les aboutissants de leur affaire judiciaire, qui est un véritable feuilleton politico-judiciaire où la corruption, le blanchiment d'argent, le financement de partis politiques occultes sont mêlés à des intrigues, à des règlements de compte au plus haut sommet de l'État algérien. Avant d'aller dans les détails, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous préciser que Abdar, votre serviteur, a été le premier journaliste qui a enquêté, qui a dénoncé et qui a critiqué l'homme d'affaires Ayoub Aizu. Parce que la famille Aizu n'est pas du tout connue. Le plus connu, c'est le fils de cette famille. L'homme d'affaires, le jeune homme d'affaires, Ayoub Aizu, qui est dans la quarantaine. Il a mon âge. Bon, je crois qu'il est âgé de moins de 45 ans. En tout cas, il est dans la quarantaine. Et je vais vous montrer des publications, il y a de cela 7 à 8 ans. Il y a de cela 7 à 8 ans. Nous avons écrit, par exemple, voilà notre première publication sur Ayoub Aizu, pour vous montrer que je n'ai aucune compromission avec cet homme d'affaires, que je n'ai aucun lien affairiste, ou que je n'ai eu aucune passivité à l'égard de cet homme d'affaires. C'est très important de comprendre cela parce que la suite est encore plus intéressante, puisque par la suite, vous allez le voir, le régime a essayé de nous accuser d'être des vendus au service de Ayoub, mais c'est très important de comprendre des faits. D'abord, regardez le 5 février 2018, cet article est toujours sur la page Facebook d'Algérie Part. Vous pouvez aller sur la page Facebook d'Algérie Part, vous allez voir un article que nous avons publié, une enquête exclusive, pourquoi la marque Ford fait couvrir le milliardaire Ayoub Aizu. Ça, c'était le 5 avril 2018. Auparavant, voilà, nous avions publié d'autres enquêtes sur lui. Exemple, il y a de cela 7 ans. Document exclusif, Dubaï, Milan, les étranges adresses fiscales du milliardaire algérien Ayoub Aizu. C'était le 24 septembre 2018. Nous avons été les premiers, le premier média et le premier journaliste qui a écrit et qui a révélé les affaires et la fortune de Ayoub Aizu.
C'est bien moi, Abdar, et c'était sur Algéripart. Il y a eu d'autres articles sur Algéripart que nous pouvons vous diffuser, etc. Voilà notre architecture. Voilà encore une usine. C'était le 5 février 2018. Encore une usine d'assemblage de voitures lancée par un milliardaire qui n'a aucune expérience dans le secteur automobile. L'article 5 février 2018, c'est sur la page Facebook d'Algéripart. Notre site n'est pas opérationnel pour des raisons. Nous n'avons plus les moyens financiers, les moyens techniques pour l'entretenir. Mais toute notre matière, tous nos articles sont sur la page Facebook d'Algéripart et nous avons écrit sur lui à maintes reprises. Nous avons écrit à plusieurs reprises, déjà il y a de cela 8 ans et 7 ans. Notre premier article d'ailleurs parlait de sa relation troublante avec Abdeslam Bouchouareb et comment l'ancien ministre Abdeslam Bouchouareb lui aurait accordé en 2000, entre 2017 et 2018, la possibilité, toutes les autorisations nécessaires pour développer un projet de montage de véhicules neufs de la marque Ford dans des conditions troublantes. On n'a jamais été des amis ou des alliés ou des agents au service ou là des agents de propagande au service de Ayoub Assiou. Si je parle aujourd'hui, j'ai toute la légitimité pour être le plus neutre, à savoir neutre par rapport au régime algérien, à sa propagande et à son instrumentalisation politique de la justice, et neutre par rapport aux affaires et à la fortune de Ayoubou. Donc vous avez vu les articles de 2017. Pourquoi à partir de 2020, Algéripart et Abdel, moi-même, nous avons arrêté d'enquêter sur la famille AU? Pour une raison très simple, c'est que j'ai découvert à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020 que Ayoubou était victime lui aussi comme moi, comme beaucoup d'hommes d'affaires algériens, de la fameuse machine de chantage de l'ancien patron de la gendarmerie nationale algérienne qui avait fui l'Algérie en août 2019. Le général Ghali faisait du chantage à Ayoub. Il voulait monter contre lui une cabale judiciaire et une cabale sécuritaire. Il voulait le mener en prison et il le rackettait. Il a racketté la famille, il leur a demandé des pots de vin importants comme il l'a fait exactement avec pas mal d'hommes d'affaires à l'époque, en 2018 et d'autres encore que nous avons cités et que nous avons révélés dans nos précédentes révélations à cette époque-là, en 2019 et en 2020. Et comme le pays était dans une situation de grave crise politique, et comme il y avait un nouveau régime qui était en train d'être instauré et qui traquait, qui chassait et qui pourchassait les milliardaires algériens, les anciennes fortunes de l'époque de Bouteflika, souvent de façon abusive, arbitraire, sans respecter la présomption d'innocence, sans accorder un procès équitable. À ce moment-là, nous avons décidé, nous avons compris, puisque nous avons découvert des éléments, Ayoub, comme la famille, étaient eux aussi mis coupables. Peut-être peut-on leur reprocher leurs affaires financières, et on en parlera maintenant, mais ils étaient de ceux aussi victimes d'une machine de racket, de chantage, de corruption, et d'une machine broyeuse des libertés publiques individuelles qui était pilotée à l'époque par le général Ghali Belkacem. Par la suite, nous avons découvert qu'au sein du régime Tebboune, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu plusieurs de ses conseillers et des membres de son entourage qui travaillaient déjà pour le groupe Assiou entre 2016-2017 et 2018 et qui avaient des conflits personnels avec Ayoubou, mais qui sont devenus par la suite des conseillers de Abdelatif. Abdelatif Ben, l'un des principaux conseillers et chargé de mission du palais présidentiel El Mouradia, qui était à l'époque de la campagne électorale pour les élections présidentielles de décembre 2019, pratiquement le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune, et qui est devenu par la suite un des responsables qui gère plusieurs missions et plusieurs dossiers
pour la présidence, notamment au niveau de la cellule de presse, relations publiques, la direction générale de la communication pilotée par Kais Saïd. Il travaillait aussi, Abdelatif, il a 2 casquettes. Il travaille aussi avec Ahmed, le secrétaire particulier de Tebboune. En fait, Abdelatif, qui est un ancien journaliste de Jazeera, travaillait pour Ayoub, pour la famille, et était l'un des hommes de confiance de Abdelmajid Tebboune, qui dirige plusieurs missions au niveau de la justice, des administrations de l'État, ou voyage dans des pays étrangers pour préparer avec les autorités de ces pays qui ont invité ou convenu d'organiser tout le protocole, etc. Ce n'était pas son directeur de protocole. C'est quelqu'un qui a jusqu'à aujourd'hui plusieurs casquettes dans la communication, les relations publiques, les relations avec la presse et l'organisation des agendas ou la représentation de Abdelmajid Tebboune dans certains événements. Abdelatif. Il y avait aussi d'autres responsables qui sont devenus, par exemple, porte-parole de la présidence de la République, par exemple Samir Agoun. Samir Agoun, qui était aussi un journaliste algérien, travaillait pour Ayoub, et la famille qui est devenue le porte-parole de la présidence de la République dès septembre 2021. Samir Agoun et d'autres petits fonctionnaires ou fonctionnaires plus ou moins importants en ce moment, qui sont issus directement de l'entourage de Tebboune et qui travaillent pour la famille. Et donc nous avions remarqué en 2020 et 2021 que des règlements de compte ont commencé à émerger au plus haut sommet de l'État, puisque ces personnes qui ont travaillé pour le groupe, notamment qui ont collaboré avec Ayoub, qui étaient payés par Ayoub, ont commencé à avoir un problème personnel avec lui. Par honnêteté intellectuelle, par intégrité morale, on a préféré rester neutre. On est resté neutre. Je ne voulais pas tirer sur une ambulance. La famille Ayoub était déjà exilée, s'était déjà établie à l'étranger. Je n'ai pas voulu alimenter les règlements de compte opérés ou les opérations de propagande lancées par le régime Tebboune et les conseillers de Tebboune. Comme je n'ai pas voulu prendre parti en faveur de la famille, je voulais rester neutre, et on est resté neutre. Il y a eu d'autres dossiers de l'actualité algérienne qui étaient beaucoup plus importants. Et vous savez, vous connaissez notre position concernant les purges et la traque menée par la justice algérienne contre les hommes d'affaires algériens de l'époque de Bouteflika. Il y a eu pas mal de dérives, il y a eu pas mal de dérapages d'abus de pouvoir et d'injustice, et nous n'avons jamais cautionné ce processus. La preuve, l'affaire, aujourd'hui, est en train d'éclater à la figure du régime Tebboune. Je m'explique. L'affaire est maintenant sur le plan purement judiciaire. En Algérie, c'est quoi? Parce que les Algériens et Algériennes n'ont pas compris de quoi il s'agit. Il y a 3 affaires de la famille Aziou, peut-être même 4, mais 3 principales affaires. L'affaire Aziou n'a pas commencé en décembre 2025, elle a d'abord commencé en février 2023. Alors Ayoub, principal homme d'affaires, le businessman le plus riche et le plus brillant de la famille, le plus connu en tout cas de la famille, il a été condamné, lui et ses frères, en février 2023 d'abord, par le tribunal de Sidi Mamed pour violation de la législation et de la réglementation des changes, émission de chèques sans provision, financement occulte d'un parti politique. Et par la suite, un procès en appel, toujours en avril 2023, qui a été confirmé par la Cour d'appel d'Alger. Les peines ont été confirmées. Il y a eu 20 ans de prison ferme qui ont été infligés à Ayoub Assu et à certains de ses frères. Et le deuxième volet, c'était l'affaire de Jessia Djawan Kifkif, qui a été fermée en août 2021 et dans laquelle Ayoubou et ses frères ont été accusés de non-respect
des exigences d'ordre public, d'accusations qui sont des violations similaires au change et au financement occulte de partis politiques. On a reproché donc en février 2023 d'avoir cumulé de façon illégale une fortune importante à l'étranger, à travers des biens immobiliers, etc. Et d'avoir utilisé Jiawan pour influencer des élections présidentielles ou des élections politiques et d'avoir financé des partis politiques. Ça, c'était en février 2023. En plus, on lui a reproché aussi d'avoir émis des chèques sans provision. Donc ça, c'était le premier volet. Entre novembre et décembre 2025, les tribunaux, la même chose tribunal de Es Mohamed et tribunal de Mondré, ont traité d'une affaire qui implique toute la famille. Alors, le 17 décembre 2025, il y a eu un verdict. La famille Le Fur, les membres de la famille Le Fur, je vais vous donner leur nom tout à l'heure, ont été condamnés pour blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle, structure et recel de produits de corruption, escroquerie immobilière et transfert illicite de capitaux, plus violation des lois de change, émission de chèques sans provision et financement de partis politiques. Ça, c'était en 2023. Donc il y a eu la confirmation de ce qui a été dit, de ce qui a été des condamnations et des accusations qui ont été formulées et proclamées en février 2023. Et on a rajouté blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle structurée, recel de produits de corruption, escroquerie immobilière et transfert illicite de capitaux. Alors qu'est-ce que c'est cette affaire ? Cette affaire, c'est que devant deux tribunaux, le pôle économique spécialisé dans les affaires ou le pôle pénal spécialisé dans les affaires économiques et financières, le tribunal de Es Mohamed, et de l'autre côté, le tribunal de Bemandra s'est consacré uniquement aux sociétés immobilières. La famille Asiu, elle avait plusieurs sociétés immobilières, par exemple Click Promotion, Gera Building, et 69 victimes se sont mobilisées, auraient déposé plainte auprès des autorités algériennes pour dire que la famille Asiu n'a pas construit le logement. Ils ont payé l'équivalent de 7 millions de dollars, c'est 1 milliard 700 millions de dinars pour construire des logements, une soixantaine de logements, dans le cadre d'un projet immobilier qui s'appelle Gera Building. Et ces victimes disent qu'elles n'ont jamais reçu leur logement, qu'elles n'ont jamais été remboursées et qu'elles ont été volées, escroquées. Et Kayoubou et ses frères ont utilisé cet argent pour le convertir en devises et pour transférer l'équivalent de 7 millions d'euros à l'étranger afin d'alimenter ou de financer leur train de vie. À Dubaï, à Marseille, au Canada, à Paris, à Barcelone ou en Espagne. Ça, c'était devant le tribunal de Es Mohamed. Dans cette affaire-là, il y a aussi ce qui est bizarre, et vous allez comprendre pourquoi. Le doute est permis et c'est une affaire politique. Il n'y a pas que Ayoub et ses frères, il y a aussi même leurs épouses, leurs femmes, et même le beau-père d'Ayoub, qui est un ancien vice-président de la Fédération algérienne de football, qui est un ancien sénateur qui a été impliqué dans la gestion d'Azer, et qui est un ancien travailleur, un ancien cadre, dirigeant dans le secteur de l'énergie. Il a travaillé même pour Sonatrach. Lui aussi, il a été condamné. Il a été reconnu coupable dans le cadre de ses discrètes immobilières, puisqu'il était actionnaire aussi et associé avec son gendre Ayoub dans le cadre de ses affaires immobilières. Donc une affaire très compliquée. Les personnes condamnées par la suite, elles sont nombreuses. Je vous donne la liste. Ayoub, donc, le 17 décembre 2025, il a été condamné à 20 ans de prison ferme à une amende de 8,5 millions de dinars. Son épouse WMY, qui est la fille de Bachir WMI, elle a été condamnée à 15 ans de prison ferme. Ses frères, Abdul Karim Tayeb,
Ibrahim, Ammar Ali Omar ont été condamnés aussi à 15 ans de prison ferme. Béchir, le beau-père de Ayoubou, a été condamné à 7 ans de prison. Et toutes les sociétés, une quinzaine de sociétés de la famille Assu, dans lesquelles, et dans quelques-unes de ces sociétés, les mêmes actionnaires, ont été condamnés à de très fortes amendes. Donc une affaire judiciaire financière à laquelle les Algériens et Algériennes n'ont rien compris. Parce qu'il y avait affaire de blanchiment d'argent tribunal de Essene Mohamed, une affaire d'escroquerie immobilière tribunal de Mondray. Donc la famille, selon la version des faits de la justice algérienne, selon les verdicts de la justice algérienne et selon les contenus de la presse algérienne affiliée au régime Tebboune et soumise au régime Tebboune, il s'agit d'une mafia, d'une famille mafieuse. Quand on voit la version des faits des autorités algériennes, on dirait les Escobar ou El Chapo, c'est une famille mafieuse. Pourquoi ces procédures ne sont-elles pas fiables? Et pourquoi nous, en Algérie, remettons-nous en cause leur fiabilité, leur intégrité et leur neutralité? Pour une raison simple, quand on dit blanchiment d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui provient d'activités criminelles et qui a été blanchi dans des activités légales. Sauf que tous les verdicts de tous les procès, février 2023 novembre et décembre 2023, dans les tribunaux de Essene Mohamed et dans la cour d'Alger, tous les procès parlent d'entreprises créées par la famille et qui ont bénéficié par exemple dans l'affaire des escroqueries immobilières de crédits bancaires. La Arab Gulf Bank a donné un crédit important aux entreprises immobilières de la famille pour réaliser le logement. Et derrière toutes les activités soi-disant de blanchiment d'argent de la famille Assu, il y a des entreprises enregistrées en Algérie, dans les registres de commerce soumises au fisc algérien, qui ont bénéficié, qui avaient des relations avec des banques agréées par les autorités algériennes. Donc il est tout le blanchiment d'argent. Est-ce que la famille était composée de trafiquants de drogue? Est-ce qu'ils ont blanchi l'argent du trafic d'êtres humains, de la vente sur le marché informel? Pas du tout. Il n'y a aucune preuve. Le blanchiment d'argent, c'est contre quelqu'un qui est mafieux, qui fait du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue et qui crée des sociétés juste pour blanchir cet argent. Ce n'est pas le cas de la famille, puisque la justice algérienne dit elle-même que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contracté des prêts bancaires ou pris l'argent de leurs clients et qu'ils ont blanchi cet argent. Cela, ce n'est pas du blanchiment d'argent, c'est du détournement d'argent. Et qu'ils auraient détourné cet argent pour financer leur train de vie à l'étranger, notamment en Espagne, en France, au Canada ou à Dubaï. Ça, ce n'est pas du blanchiment d'argent. Transfert de devises. C'est discutable, on va en parler. Détournement d'argent, oui, c'est discutable, on va en parler. Maintenant, il n'y a pas de blanchiment d'argent. Il faut savoir que la famille, ils sont très connus à Alger. C'est une famille de commerçants depuis les années 80. Le père de la famille, le patriarche Hamid Assou, était bijoutier à Alger. Il avait de l'argent, il a réussi dans la bijouterie. Ensuite, il a lancé une entreprise de fabrication de verres. Il fabriquait les verres, même les bouteilles d'eau gazeuse, etc. Par la suite, ses enfants, qui ont été tous condamnés à de longues peines de prison, 20 ans, 8 ans, 10 ans, avec des mandats d'arrêt internationaux, comme Ayoub, comme Abdelkrim, comme Tayeb, comme Brahim, comme Omar, comme Ali, comme Ammar, ils ont repris le flambeau de leur père. C'est une famille de commerçants, donc ce n'est pas une famille de trafiquants. Il est tout le blanchiment d'argent, c'était des trafiquants de haka, de drogue ou d'or, oui, là il y aurait eu blanchiment. Mais il est tout l'argent de provenance illégale. La justice algérienne dans l'affaire Ayoub Assu n'a jamais démontré ne serait-ce qu'une partie, je dis bien ne serait-ce qu'une partie, de la provenance illégale de cet argent de la famille, qui est connu. Les services de sécurité
les connaissent, les services secrets, les connaissent les Algérois, les connaissent, et ils sont en partie originaires de la Casbah et de la Kabylie. Tout le monde les connaît. Avant que Ayoub ne soit connu par Jawan à travers tout le pays, à Alger, la famille est connue. Leur père était commerçant. Il a été blessé durant la décennie noire, à la fin des années 90 en 1997, lors d'un attentat terroriste. Il est parti alors en France pour se soigner, et ensuite il est parti s'installer au Canada avec une partie de ses enfants. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont la nationalité canadienne. Ils sont établis au Canada. Ensuite, ils sont revenus en Algérie après l'instauration, la restauration de la paix, de l'ordre public pour continuer leurs affaires et pour continuer leur business. Et c'est à ce moment-là que Ayoub, le jeune fils de Hamidou, a repris le flambeau, s'est lancé dans l'immobilier comme beaucoup de promoteurs immobiliers. Donc il est tout le blanchiment d'argent, c'était une famille qui avait déjà de l'argent avant même l'arrivée du régime de B. Avant même l'arrivée du régime de B. C'est comme si demain on vous avait dit « âme blanchiment d'argent ». La famille est connue, que nous connaissons tous. Ça fait plus d'un siècle qu'ils sont dans le business. Il y a des anciennes familles algéroises, oranaises, constantinoises qui sont dans le commerce depuis l'indépendance du pays, ou alors certains ont commencé depuis les années 80. Donc il est tout le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, il a une définition juridique très claire, utilisation de l'argent provenant des activités criminelles et illégales pour les blanchir dans le circuit légal. Ce n'est pas le cas de la famille, bien sûr, parce qu'ils avaient des crédits bancaires. La banque, ce n'est pas une organisation criminelle. Les clients qui payaient leur logement, ce ne sont pas des criminels. Ensuite, Ayoub n'était pas spécialisé que dans l'immobilier. Il était dans l'agroalimentaire, il était dans le produit pharmaceutique, il voulait faire de la concession automobile. Et à chaque fois, il passait par des banques comme la Trust Bank, comme la AGB, comme d'autres banques de la place d'Alger, ou avec des fonds propres ou des fonds privés qui provenaient de ses ressources familiales. Et tout était vérifiable et traçable. Donc il n'y a pas de blanchiment d'argent. C'est vrai que nous étions les premiers. Il faut savoir que c'est nous l'élément déclencheur de l'enquête sur l'affaire. C'est nous qui avons révélé la première fois comment le milliardaire algérien, voilà comment il a obtenu, comment il a réussi. Voilà en septembre 2018, les étranges adresses fiscales du milliardaire algérien Ayoub, comment il avait investi à Milan, en Italie, à Paris, et comment il a accumulé des biens en Italie et en France. C'est nous les premiers, ça, oui. On peut le juger pour transfert de devises. Mais qui ne transfère pas les devises? Tous les hommes d'affaires algériens ont directement ou indirectement des biens à l'étranger. La réglementation Tout le monde triche en Algérie, puisque la réglementation interdit à un résident algérien d'utiliser son argent qu'il gagne en Algérie pour financer des activités ou des biens acquis à l'étranger. C'est interdit catégoriquement. Mais tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que cette réglementation, elle est bête, elle est dure, elle ne correspond pas à la mondialisation. Toute personne qui s'enrichit dans un pays est tentée d'avoir un appartement en Espagne, un appartement en Italie, en France, pour ses besoins familiaux, pour voyager, pour s'épanouir. Quand quelqu'un devient milliardaire, il est tenté. Dans tous les pays du monde, vous avez des millionnaires et des milliardaires qui achètent à l'étranger. Et cette réglementation sur les transferts illicites de devises, je l'ai dit depuis toujours, elle est archaïque. Elle est archaïque et elle doit être réadaptée. Mais ce n'est pas grave. La loi existe. Il faut punir des amendes, redressements fiscaux, confiscation. Ça suffit largement. Pourquoi 20 ans de prison blanchiment d'argent, médiatisation outrancière? Et la preuve que c'est un acharnement, pourquoi mêler les épouses? L'épouse de Ayoub, elle n'est pas gérante. Elle n'a jamais été gérante. Elle figure dans les statuts, mais légalement parlant, dans tous les pays du monde, ce sont les gérants qui sont jugés. Ce ne sont pas les actionnaires. C'est le gérant qui a pris des décisions. S'il y a eu des escroqueries, s'il y a eu blanchiment d'argent, s'il y a eu abus de biens sociaux, s'il y a eu détournement d'argent, c'est le gérant.
Or, Madame Mademoiselle, l'épouse de Ayoub, n'a jamais géré. Donc pourquoi la condamner? Elle a eu un mandat international. Ils l'ont condamnée à la prison ferme. Pour quelle raison ils ont condamné aussi son père Bachir? Ça n'a pas de sens. 15 ans de prison ferme pour une femme qui n'a jamais été gérante, qui a juste figuré sur les statuts. Moi, j'ai une entreprise. Ma femme, elle est sur les statuts comme actionnaire avec moi, mais elle ne gère pas, elle ne dirige pas. Demain, on lui dit, c'est toi qui as volé l'entreprise, c'est toi qui as volé l'État, c'est toi qui as volé. Mais je n'ai pas géré, je n'ai jamais géré. Donc on ne s'est pas contenté de juger Ayoub, on a voulu salir, briser et détruire toute sa famille, ça s'appelle de l'acharnement. Ce n'est pas de la justice. La justice, elle doit se baser sur des faits et elle doit affirmer la culpabilité d'un individu en se basant sur des preuves. Il n'y a jamais eu de preuve de blanchiment d'argent. Il n'y a jamais eu de preuve que les épouses ou que les autres frères de Ayoub ont une responsabilité pénale dans les mauvaises gestions de l'entreprise ou dans les abus de biens sociaux ou dans les enregistrements illicites, dans les transferts illicites de devises. C'est avéré, nous l'avons dit depuis 2018. Mais la justice algérienne aurait pu se contenter de saisier de Forteza Mendes, etc. 4 mandats d'arrêt internationaux contre Ayoub, ça montre qu'il y a un acharnement. C'est un règlement de compte. Parce que Ayoub a soutenu, par exemple, on l'a dit, en 2019, il a soutenu Mihoubi. Il n'avait pas soutenu Abdelmadjid Tebboune, mais beaucoup avaient soutenu Mihoubi, parce qu'à l'époque, la Direction générale de la sécurité intérieure, à l'époque de Gaïd Salah, orientait tout le monde. Elle faisait campagne ouvertement en faveur de Mihoubi. Pourquoi s'acharner uniquement contre Ayoub? Il y a une dizaine de commerçants, d'hommes d'affaires algériens qui ont soutenu Mihoubi. Donc s'il vous plaît, faites attention aux manipulations. Comme il n'y a plus de médias libres et indépendants en Algérie, on crée des affaires, on monte des dossiers judiciaires accablants, péjoratifs, en se basant uniquement sur des qualificatifs judiciaires juridiques qui ne sont pas appuyés par des faits en pénalisant des affaires économiques qui auraient pu être réglées par des amendes, par des redressements fiscaux et par des saisies. Mais on a pénalisé, c'est-à-dire on a donné un caractère, une dimension pénale à cette affaire, juste pour s'en prendre à un homme d'affaires et un businessman qui dérange le régime Tebboune que le régime Tebboune n'aime pas ou que le régime Tebboune essaye de liquider ou essaye de le décapiter depuis 2020. Et c'est ça la vérité, je vous le dis en toute neutralité. Je ne suis ni avec Tebboune et ses conseillers, ni avec Ayoub et sa famille. Moi, je suis avec la justice. Les Ayoub sont à juger comme toutes les familles algériennes. Mais dire qu'ils ont blanchi de l'argent qu'ils étaient, les présenter comme s'ils étaient des Escobar pour les affaires des appartements. Sur la page Facebook d'Ayoub, la justice dit que c'était des logements fictifs. Mais la famille a publié sur la page Facebook d'Ayoub des images de ces appartements qui ont bel et bien existé. Et B, il a dit qu'il a été condamné. Il ne s'est pas présenté lors de la sentence finale, lors du dernier jour du verdict. Mais pendant le procès, il leur a dit qu'il a une 60aine d'appartements qui ont été construits, une 20aine d'appartements qui n'ont pas été construits à cause de ce que nous avons subi durant la crise politique de 2019. Et c'est vrai que des gens ont été volés. Ils auraient pu être remboursés. On aurait pu contraindre, saisir les biens de la famille pour les rembourser. Mais les accuser de blanchiment d'argent, ça n'a pas de sens. Construire un logement, ce n'est pas une activité criminelle, ce n'est pas un trafic de drogue. Obtenir un crédit bancaire pour construire des logements et prendre de l'argent à des clients, ce n'est pas du blanchiment d'argent. Encore une fois, il y a une grande différence entre la justice et la vengeance, entre une investigation judiciaire sérieuse et rigoureuse et un règlement de compte politico-politique.